Bonjour tout le monde, c'est rendu déjà à la fin de la session et le cours de révision. J'ai failli vous le faire faire par Zoom, puis je me suis dit que peut-être on pourrait faire les deux, parce que sinon vous allez vous transformer en sténodactylo un peu fatigué. Et puis, c'est toujours pratique. J'ai eu des commentaires positifs des capsules sur YouTube, d'étudiants qui me disent que ça permet de faire pause, de prendre des notes plus facilement, de revenir en arrière, de le faire à mon rythme, etc. Donc voici la super révision sur YouTube, des Grecs à Radiohead. J'ai aucune idée combien de temps ça va prendre. Allons-y. Donc, comme beaucoup de choses qui ont trait à la civilisation occidentale, on commence avec la Grèce ancienne. La Grèce ancienne, une idée que j'ai souvent développée dans mes cours, c'est que ça constitue un des deux grands piliers de la civilisation occidentale. Il y a la pensée grecque, il y a la morale judéo-chrétienne. Donc la pensée grecque est extrêmement importante. Qu'est-ce qui permet à la civilisation grecque de décoller d'une façon aussi spectaculaire autour du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ? C'est d'une part l'invention de l'alphabet, d'autre part l'invention des pièces de monnaie. Donc en frappant des pièces de monnaie, en écrivant, on a une société qui est à la fois lettrée et mercantile, et donc axée sur le commerce et sur la transmission de l'information. Donc les villes grecques vont vraiment éclore d'une façon spectaculaire, et la pensée, les arts, la culture, la musique, la philosophie, la littérature, la religion, tout ce qui en découle, vont également connaître un essor remarquable. Autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un mathématicien incontournable qui s'appelait Pythagore, qui n'était pas juste spécialisé dans les triangles, mais qui s'est intéressé aux mathématiques et à toutes les applications des mathématiques à la vie. Et Pythagore était notamment fasciné par les cordes vibrantes, parce qu'il voyait une corde vibrante à la fois comme un phénomène musical et comme un phénomène mathématique. Il était fasciné par l'idée de prévoir le changement de la hauteur du son en fonction du raccourcissement de la corde. Et il se disait, si on pince la corde à la moitié de sa longueur, qu'est-ce que ça change à la hauteur de la note, au tiers de la longueur, au quart de la longueur, et ainsi de suite. En gros, le phénomène que Pythagore a exploré est celui qu'on appelle aujourd'hui les harmoniques naturelles. Et avec cette étude des harmoniques naturelles, Pythagore a pu faire deux choses fondamentales. La première chose, c'est d'expliquer pourquoi certains intervalles sont consonants et d'autres sont dissonants. Parce que, au fond, quand on joue des intervalles sur une corde, on se rend compte que les intervalles, au fond, c'est des fractions. Et donc, l'octave, c'est un rapport de 2 sur 1. Si on a une corde qui est 2 fois plus courte que la corde à vide, le son va être une octave plus aiguë. Donc, au tiers de la longueur de la corde, il va arriver à une quinte. Au quart de la longueur de la corde, il va arriver à une quarte, et ainsi de suite. Donc, les fractions sur une corde à vide deviennent une façon de calculer des intervalles. Alors voilà, si on a une corde en vibration, et on dépose gentiment le doigt à la moitié de la longueur totale de la corde, le son monte d'une octave. Si je le mets au tiers, ça c'est une octave plus une quinte, une douzième par rapport au son fondamental. Si j'appuie sur la corde, c'est la quinte. Parce que si j'appuie fort, je fais vibrer les 2 tiers de la longueur de la corde, et si j'appuie doucement, je fais vibrer 3 fois 1 tiers de la longueur de la corde. Donc ça, c'est 1 tiers de la longueur de la corde. Ça, c'est 2 tiers de la longueur de la corde. Et ça, c'est toute la corde. Comme on le voit, l'intervalle de quinte est dans un rapport mathématique très simple. C'est le tiers ou le 2 tiers de la corde. Donc, ce que Pythagore a découvert, c'est que plus le rapport d'intervalle est simple, plus l'intervalle est consonant. Cette apparition très précoce de la quinte dans la série des harmoniques naturelles fait en sorte notamment que la quinte est un intervalle absolument essentiel dans notre conception de la musique. Notre système tonal repose sur des cycles de quinte qu'on retrouve partout. Toutes les triades majeures et mineures contiennent une quinte juste. Mais également, l'harmonie fonctionnelle elle-même repose sur 3 fonctions fondamentales qui sont les fonctions toniques, dominantes et sous-dominantes. Et ces 3 notes ou fonctions-là sont à distance de quinte les unes des autres. Si on est en Do, j'ai ma dominante une quinte plus haut, puis j'ai ma sous-dominante une quinte plus bas. Donc de Fa à Do à Sol, j'ai mes 3 grands pôles harmoniques de la tonalité de Do majeur. Et évidemment, ces pôles-là sont distants de quinte les uns par rapport aux autres. Donc, plus l'intervalle est consonant, plus la fraction qui lui correspond va être simple. C'est ça que Pythagore a découvert. Et en utilisant rien d'autre que des quintes et des octaves, il a pu construire une gamme
nouvelle échelle qui contient 7 notes. Parce que si on part par exemple de Do, puis on monte une quinte, on arrive à Sol, une autre quinte nous mène à Ré, on le descend d'une octave, une autre quinte nous mène à La, une autre quinte nous mène à Mi, on le descend d'une octave, une autre quinte nous mène à Si. Et partant de Do, on descend une quinte, ça donne Fa, on le monte d'une octave, puis tout d'un coup on a notre gamme de Do majeur, en n'utilisant rien d'autre que des octaves puis des quintes. Donc c'est ça la principale révolution musicale du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'école de Pythagore qui utilise les quintes pour développer des modèles d'échelle ou de gamme à 7 notes, alors que ce qui prévalait auparavant c'était des gammes à 5 notes, des gammes pentatoniques. Donc, si vous n'aviez qu'une chose à retenir des Grecs, retenez celle-là. En étudiant les harmoniques naturelles, ils ont développé les gammes à 7 notes, qui sont les ancêtres directs des modes majeurs et mineurs et lydiens et mixos qu'on utilise encore aujourd'hui. Par ailleurs, les Grecs ont associé 2 divinités à la musique, Apollon et Dionysos, ce qui permet de déceler déjà une double vision de l'art et de l'expression artistique, une vision plus apollinienne, c'est-à-dire plus classique, qui est basée sur la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'économie des moyens, la pureté des traits, l'équilibre des formes, la recherche de la perfection formelle. Et la beauté dionysiaque, qui est plus dramatique, qui est plus spectaculaire, qui est plus théâtrale, qui est plus basée sur l'authenticité de l'expression des passions et des sentiments. Au fond, c'est l'art classique versus l'art romantique. L'art classique cherche les formes parfaites, l'art romantique cherche l'expression des sentiments. Et évidemment, entre ces deux pôles-là, il y a toute une série de compromis ou de tons de gris possibles. Mais les Grecs étaient déjà conscients de cette espèce de double caractère de la musique, qui peut être à la fois très abstraite, très spirituelle, accompagner la poésie, nourrir l'âme, une espèce de conception plus spirituelle ou élevée, entre guillemets, versus accompagner la danse, être beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus basée sur l'expression des passions, une certaine forme de sensualité dans la musique qui est beaucoup plus proche de Dionysos. Donc il y a ces 2 pôles musicaux-là, et peut-être dans votre cours, j'ai fait un peu l'analogie moderne de Linda Lemay versus un rave, mais c'est pour vous dire à quel point la musique apollinienne et dionysiaque existe encore aujourd'hui. Linda Lemay va chanter des textes qu'elle écrit elle-même, la musique accompagne la poésie, avec un accompagnement basé sur un instrument à cordes pincées. Les Grecs utilisaient la lyre, Linda Lemay joue la guitare, mais au fond c'est un peu le même principe. On a cet instrument à cordes pincées qui vient soutenir, accompagner la récitation mélodieuse d'un poème, d'un texte. Donc c'est très apollinien comme conception de la musique. À l'opposé de ça, le rave nous propose une conception beaucoup plus dionysiaque, beaucoup plus basée sur l'étourdissement des sens, sur la sensualité, sur la répétition des éléments, sur le rythme. Et donc voilà, c'est les 2 pôles extrêmes de la musique. Et ils nous viennent des Grecs. À part ça, les Grecs vont beaucoup étudier la musique et inventer des nouveaux termes, qui sont en fait souvent les mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Bien qu'en français, la plupart des mots viennent du latin, les mots qui traitent de la musique sont très souvent des mots qui viennent du grec. Le mot musique lui-même vient du grec, musiké, l'art des muses. Les mots comme orchestre, comme harmonie, comme rythme, des mots comme mélodie, des mots comme gamme, tous ces mots-là qui sont très simples, qui sont la base même du vocabulaire de la musique, proviennent directement du grec. Donc, en élaborant le vocabulaire à partir duquel on étudie et on établit le discours sur la musique, les Grecs ont un peu façonné notre vision de la musique elle-même, parce qu'ils nous ont légué les outils conceptuels avec lesquels on peut aborder la musique. Ils ont été les premiers à parler vraiment de mélodie, d'harmonie et de rythme. Et ces termes-là sont des termes grecs et des termes musicaux. Voilà, donc âge d'or de la civilisation grecque autour du 4e siècle avant Jésus-Christ, par la suite une certaine forme de déclin. Pendant l'âge d'or, la théorie musicale était très complexe, la pratique musicale aussi. On faisait notamment de l'ornementation microtonale qu'on entend dans le Stasimon d'Oreste. Et par la suite, la musique va se simplifier, à mesure que la civilisation grecque décline, que la Grèce elle-même devient une province de l'Empire romain.
la pratique se simplifie, le vocabulaire se simplifie, on arrête de faire des quarts de ton, des microtons, des intervalles très fins comme ça, la musique devient diatonique. C'est la raison pour laquelle l'épitaphe de Séikilos est diatonique. C'est une pièce de la fin de l'Empire grec, en fait même à l'époque où la Grèce était une province romaine, alors que le Stasimon d'Oreste est plus complexe au niveau justement de cette théorie des intervalles. Stasimon d'Oreste utilise les quarts de ton, mais pas l'épitaphe de Séikilos. Et c'est de cette version simplifiée-là qu'on va hériter au Moyen-Âge. Le chant grégorien est basé sur la version simplifiée de la musique grecque. Le chant grégorien est beaucoup plus proche de l'épitaphe de Séikilos que du Stasimun d'Oreste. Par contre, la musique dont les Arabes vont hériter est celle qui a été diffusée par Alexandre le Grand au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, cette version-là inclut les quarts de ton. Et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'ornementation microtonale dans la musique arabe. C'est que la musique grecque dont les Arabes ont hérité était celle de l'époque de l'âge d'or, avec cette grande richesse dans la microtonalité, ce qui a complètement disparu en Europe. En Europe, la musique est devenue résolument diatonique. Donc avec le chant grégorien, on arrive à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge. Si on avait à résumer ce qui se passe au Moyen Âge en 4 mots, on pourrait dire christianisation de l'Europe, et ce serait une bonne façon de résumer 1000 ans d'histoire en très peu de termes. Mais au fond, c'est ça. Cette christianisation de l'Europe est peut-être le facteur le plus important du Moyen Âge, et donc la musique du christianisme, la musique du culte religieux, va de loin être la musique la plus connue, la plus diffusée, la plus enseignée partout à travers l'Europe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le chant grégorien est si important historiquement, c'est qu'il représente vraiment cette espèce de fondation musicale européenne, ou je dirais même pan-européenne, dont par la suite toutes les autres traditions nationales vont procéder. Mais le chant grégorien, c'est un peu le trait d'union entre les gammes à 7 notes inventées par les Grecs et la pratique musicale ultérieure, celle de la Renaissance, du baroque et ainsi de suite. On a au fond deux grands pôles de monodie médiévale très importants. Il y a d'une part le chant grégorien et il y a d'autre part les chants des troubadours. Le chant grégorien arrive plus tôt. Dès le début du Moyen Âge, dès le 5e siècle, on a déjà des choses qui commencent à ressembler un petit peu à des chants grégoriens. Le répertoire lui-même va s'officialiser autour du couronnement de Charlemagne en l'an 800. Charlemagne va beaucoup vouloir christianiser son empire, va construire des églises, des monastères partout à travers son empire, et va donc beaucoup favoriser cette diffusion du chant grégorien partout en Europe. Quelles sont les trois origines du chant grégorien? Il y a évidemment des origines gréco-romaines, parce que c'est les Grecs qui ont inventé les gammes à 7 notes. Il y a également des origines hébraïques, parce que le christianisme vient de Palestine, vient du Moyen-Orient, donc est en quelque part calqué sur les rituels hébraïques anciens. Et il y a certaines pratiques musicales des Hébreux qui vont être adaptées par les chrétiens, et notamment la psalmodie, cette technique vocale qui consiste à faire défiler beaucoup de syllabes sur la même note et à la fin on baisse d'un ton. Alors ça c'est de la psalmodie, et ça vient des Hébreux, ça vient du mot psaume, ça vient de la façon dont les Hébreux récitaient les psaumes, et on va retrouver ça dans le chant grégorien. Donc, deuxième origine du chant grégorien, origine hébraïque. Et finalement, troisième origine, on dit gallo-celtique pour dire des chants qui existaient déjà dans les peuples établis en Europe, notamment en France. Donc les Gaulois, les Celtes aussi. Les Celtes étaient plus proches des rives, du littoral, du bord de la mer. Il y avait des Celtes partout dans les îles britanniques et sur le bord des côtes françaises. Et donc les Celtes ont toujours été un peuple extrêmement musical, avec des répertoires de mélodies très vastes, très riches, très variés. Et beaucoup d'anciens chants gaulois et celtes vont être recyclés, entre guillemets, en chant grégorien, une fois qu'on va leur rajouter des paroles en latin. Donc la musique elle-même provenait des peuples habitant la France, mais on va christianiser après coup ces chants-là en substituant aux paroles d'origine des paroles bibliques en latin.
Donc, les trois grandes origines du chant grégorien, ça c'est important. Savoir que ça s'installe autour de l'an 800, c'est important aussi. Savoir que c'est la musique la plus largement répandue au Moyen Âge et la musique, au fond, que tout le monde apprend dès l'enfance. Parce qu'en Europe, dès l'enfance, tout le monde va à la messe et c'est là qu'ils entendent les chants. Donc, c'est la base de l'éducation musicale, c'est l'équivalent en français de l'alphabet, c'est la fondation du langage lui-même. Et quand on va voir par la suite d'autres types de musique se développer, par exemple les chants des troubadours, ben, les chants des troubadours vont réutiliser les mêmes gammes, les mêmes modes, les mêmes formes que le chant grégorien, parce que c'est ce qui constitue le langage musical de l'époque. Donc le chant grégorien est extrêmement important, d'autant plus que quand on va éventuellement inventer la polyphonie, on va souvent se servir des mélodies grégoriennes comme point de départ, comme cantus firmus, comme mélodie à partir de laquelle on va construire une œuvre polyphonique. Donc longtemps après la composition de ces mélodies grégoriennes, le répertoire va toujours être d'actualité. Si vous regardez une messe comme la messe Pange-Lingua de Josquin-des-Prés, l'œuvre date d'à peu près 1510-1520, mais la mélodie du Pange-Lingua est beaucoup plus ancienne. Ça date peut-être de, je ne sais pas, l'an 800. Alors quelque chose qui avait déjà des siècles d'existence continuait d'alimenter la production de nouvelles œuvres musicales. Donc le chant grégorien est vraiment la base de la musique liturgique et monodique et polyphonique pratiquée en Europe et pendant le Moyen Âge et pendant la Renaissance. Et encore même pendant le baroque, on va se servir de temps en temps de chant grégorien. À la limite dans le romantisme, dans la symphonie fantastique de Berlioz, il va citer une séquence grégorienne du Dies Irae. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'influence du chant grégorien va être notable et va être large et s'étendre sur non seulement des siècles, mais pratiquement des millénaires. Donc voilà, le chant grégorien peut être syllabique. Si on a un ratio de une note par syllabe, il peut être pneumatique. Si on a quelques notes par syllabe, comme 2 à 5 notes par syllabe, ce serait pneumatique. Il peut être mélismatique si on a plusieurs notes sur une seule syllabe. Généralement, le A de Amen ou Alléluia, on va chanter des longues mélodies sur ce A tenu, et ça s'appelle des mélismes. C'est un peu un synonyme de vocalise. Donc ça, c'est le chant mélismatique, plusieurs notes différentes sur une seule syllabe. Au fond, le chant mélismatique, c'est exactement le contraire de la psalmodie. La psalmodie, c'est un gros paquet de syllabes sur une seule note. Le chant mélismatique, c'est un gros paquet de notes sur une seule syllabe. Alors c'est comme ça qu'on peut étudier notamment le chant grégorien. Les modes employés, c'était les modes de ré, mi, fa et sol, qu'on appelle aujourd'hui les modes doriens, phrygiens, lydiens et mixolydiens. Et puis, donc c'est ça, son influence va être très importante. Au XIIe siècle, on voit apparaître deux grandes révolutions musicales, une plus dans le nord de la France et l'autre plus dans le sud. La révolution musicale dans le sud de la France, c'est l'apparition des troubadours, l'apparition de l'amour courtois. Au fond, l'essor de la musique profane. C'est pas pour dire qu'on a inventé la musique profane. La musique profane a toujours existé. Mais à partir du XIIe siècle, on commence à l'écrire. On commence à appliquer des règles très précises dans l'élaboration des poèmes, dans la composition de la musique, et on pourrait dire vraiment que la musique profane devient un genre dans lequel on va pratiquer une certaine forme d'expression artistique. Donc, un créateur va écrire un texte et le mettre en musique. Les troubadours sont les premiers auteurs-compositeurs. Ils vont notamment aborder évidemment le thème de l'amour courtois qui leur est indissociable. L'amour courtois, au fond, relève d'une idéalisation de l'être aimé. Généralement, c'est un homme qui écrit un chant à une femme, mais il y a également des exemples de femmes troubadours dans le sud de la France au XIIe siècle, parce que c'était une société extrêmement égalitaire et les femmes y jouaient un rôle extrêmement important. Et certaines femmes étaient musiciennes, étaient poétesses, étaient artistes. Et il y a eu des femmes troubadours qui composaient des hymnes à leur amant. Donc voilà, l'amour courtois, idéalisation de l'être aimé, en même temps, c'est un peu une espèce de transposition du lien de féodalité.
parce que autant le chevalier porte un serment d'allégeance à son seigneur, autant il va se prosterner devant la dame et la vénérer et lui dédier ses hauts faits d'armes et ainsi de suite. Souvent, l'amour courtois est un amour qui est dévoué à une personne de rang social supérieur, ce qui la rend inaccessible. L'exemple classique, c'est le chevalier Lancelot du Lac et la reine Guenièvre. Guenièvre est en fait la personne de plus haut rang social dans tout le royaume. Elle est complètement inaccessible et intouchable parce qu'elle est l'épouse du roi Arthur. Mais en quelque part, cette inaccessibilité-là, qui rend l'amour théoriquement impossible, le rend encore plus poétiquement inspirant. Parce qu'évidemment, si l'amour est possible, ben on va pas écrire des poèmes, on va juste vivre notre amour puis être heureux. Mais c'est quand l'amour est impossible qui devient le vecteur, qui devient l'élément déclencheur, qui devient l'inspiration d'une grande quantité d'œuvres artistiques, que ce soit de la musique, que ce soit des poèmes ou ainsi de suite. Donc, l'amour impossible est plus inspirant que l'amour possible, et c'est peut-être pourquoi certains ont eu l'impression que l'amour courtois est toujours un amour impossible. C'est pas vrai, mais il l'est souvent. Et le modèle, l'archétype, c'est justement cet amour qui est dévoué à un personnage inaccessible, généralement de rang social supérieur, ou bien l'épouse du seigneur, si le seigneur est assez jeune, ou alors la fille du seigneur, si le seigneur est plus âgé puis qu'il y a une fille. Mais donc, vous comprenez un peu le principe. Les troubadours vont beaucoup parler d'amour courtois, ils vont également parler de beaucoup d'autres choses. Ils vivent au XIIe siècle, c'est l'époque des croisades. Il va y avoir des chants de croisade qui vont raconter les aventures des chevaliers chrétiens en Terre Sainte. Il va y avoir des chants funéraires qu'on appelle des planes, qui sont des chants à la mémoire des gens qui sont décédés. Il y a des choses plus rigolotes des fois, il y a des petites pièces légères et un tantinet cochonne qu'on appelle des pastourelles, qui racontent les aventures des chevaliers avec des bergères. Donc les bergères étant pas des personnages hiérarchiques puissants et inaccessibles, l'amour était souvent généralement plus direct et plus spontané et exprimé dans des termes plus compréhensibles. Donc la pastourelle, c'est le côté un peu plus rigolo, voire folichon. Le canzo, ou chant d'amour courtois, c'est la version plus littéraire et tragique, et ainsi de suite. Sinon, il y a une sorte de chant de troubadour que je trouve particulièrement intéressante, qu'on appelle le Sirventes. Le Sirventes, c'est un chant engagé, c'est un chant dénonciateur, c'est un chant qui ridiculise un personnage politique ou ecclésiastique d'importance, souvent basé sur une mélodie déjà connue, de sorte que les gens peuvent l'apprendre beaucoup plus facilement et le chant va se disséminer beaucoup plus efficacement. On prend une mélodie que les gens connaissent déjà, on réécrit des nouvelles paroles avec un contenu politique ou dénonciateur. Les troubadours appelaient ça un Sirventes. Et le Sirventes est pour ainsi dire l'ancêtre direct du protest song. C'est pas tellement différent de ce que Bob Dylan chantait pendant la guerre du Vietnam ou ce que certains rappeurs chantent encore aujourd'hui en termes de dénonciation de personnages politiques puissants. Donc voilà, vos troubadours. En 3 mots, premiers auteurs-compositeurs, mais c'est important de mentionner qu'ils font tout ça en langue vernaculaire. Et ça, c'est un autre aspect fascinant de leur révolution. Au Moyen Âge, les intellectuels considéraient que les seules langues vraiment nobles et artistiques, c'était les langues classiques, à savoir le latin et le grec. Or, les troubadours vont s'exprimer dans la langue du peuple, parlée dans le sud de la France, en Aquitaine, au XIIe siècle, une langue qui s'appelle la langue d'oc, ou occitan, ou provençal, c'est toute la même chose. Et donc, ils ont légitimé l'utilisation de la langue vernaculaire dans la création artistique. Ils ont prouvé que la langue des fermiers peut être aussi belle et aussi littéraire et aussi artistique et aussi expressive que le grec ancien, puis le latin, puis ainsi de suite. Donc c'est une grande révolution, celle des troubadours. À certains égards, ils sont romantiques à cause de cette incroyable valorisation du sentiment amoureux qui les anime. En quelque part, ils sont humanistes parce qu'ils considèrent l'art non pas comme une forme de prière ou d'expression de la perfection de Dieu, mais ils voient l'art comme une façon d'exprimer des idées personnelles, d'exprimer des sentiments, de raconter des histoires et de faire des chroniques sur ce qui se passe autour d'eux, des chroniques sur les expéditions en Terre Sainte et ainsi de suite. Donc, ils ont de la création artistique une vision qui est très humaniste.
Ils sont par ailleurs très modernes dans leur façon de décider de créer dans la langue vernaculaire plutôt que dans les langues classiques, créant ainsi quelque chose de tout à fait nouveau, qui au XIIe siècle est très moderne. La seule différence fondamentale entre justement les troubadours et les humanistes du XVIe, c'est que les humanistes du XVIe vont avoir cette espèce de culte nostalgique de la pensée grecque et romaine, alors que les troubadours, au contraire, tournent le dos sur le latin et le grec pour se tourner vers la langue vernaculaire. Donc voilà, très important, non seulement dans l'histoire de la musique, mais dans l'histoire de l'art en Occident, parce que les troubadours sont également associés à des gens comme Chrétien de Troyes, à des écrivains qui vont écrire des chansons de gestes, qui vont écrire les premiers cycles des légendes arthuriennes, qui vont écrire des romans comme Perceval, le Gallois, puis la légende, les cycles arthuriens, et donc plusieurs historiens de la littérature y voient en quelque sorte le début de la littérature française. Parce que justement, cette valorisation de la langue vernaculaire fait en sorte qu'on écrit de la littérature dans une nouvelle langue qui est celle du peuple et qui est l'ancêtre, en quelque sorte, de notre français moderne. Donc les troubadours sont extrêmement importants, même si leur règne est assez limité. 12e siècle, première moitié du 13e, puis par la suite ça décline, mais leur héritage est encore présent aujourd'hui. Leur héritage se voit dans tous les chansonniers, dans tous les auteurs-compositeurs, dans tous les gens qui écrivent de la chanson, qui vont écrire un poème puis qui vont le mettre en musique. Au fond, c'est la démarche, c'est la voix qui a été créée par les troubadours. Pourquoi ils ont décliné? Pour différentes raisons. Ils étaient associés à un culte qui était le catharisme, une espèce de religion un peu hérétique qui va faire l'objet de beaucoup de répression, de persécutions, de martyrs dans le sud de la France. Simon de Montfort et les Templiers vont éradiquer le catharisme dans le sud de la France. Il y a également un déclin du féodalisme à la même époque. Et la démarche des troubadours est une démarche essentiellement féodale. C'est un art qui est né à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, à la cour de Guillaume IX d'Aquitaine. C'est un art qui est très aristocratique, qui est fait pour éclore dans l'entourage des seigneurs, des puissants, des nobles. Ça jappe fort, les chiens. Et donc, c'est ça. Il y a, avec le déclin du féodalisme, à partir du 13e siècle, l'art des troubadours lui-même va décliner. Je reviens. Bon, ça c'était notre première révolution du 12e. La deuxième, c'est l'invention de la polyphonie. Ça se fait dans le nord de la France, ça se fait surtout autour de Paris avec ce qu'on va appeler l'école de Notre-Dame. À partir du 12e siècle, on a cette idée, avec la construction des cathédrales et l'apparition du style gothique, de tout faire de façon plus spectaculaire et plus flamboyante et plus magnifique. L'architecture, les arts visuels, les vitraux et la musique. Donc, comment on va rendre le chant grégorien plus spectaculaire? Comment on va bonifier la pratique musicale liturgique? Ben, on va avoir cette idée, justement, de amplifier la sonorité du chant, notamment en chantant des notes différentes en même temps. Donc, comment on va faire ça? On va partir d'un chant grégorien qu'on va appeler le chant ferme, le cantus firmus, la mélodie préexistante, et on va, selon une terminologie moderne, harmoniser cette mélodie-là en lui assignant certaines notes qui vont faire en sorte que, justement, on va arriver à un chant à deux voix. Il y a deux techniques d'harmonisation du cantus firmus qui apparaissent très vite. Il y a ce qu'on va appeler le contrepoint mélismatique. Ça consiste en prendre chaque note de la mélodie d'origine et l'étirer pour qu'elle dure très très longtemps. Et on va se servir de ces notes longues comme une espèce de note grave par-dessus laquelle on va chanter des mélismes. Ça sonne un peu comme une cornemuse, parce que dans la musique de cornemuse, on a un tuyau qui joue une note grave, puis on en a un autre qui joue des notes aiguës qui sont plus rapides par-dessus. C'est le même principe avec la vielle à roue, par exemple. Donc, il y a certains instruments qui sont faits pour faire ce type de musique où il y a une note grave tenue, fixe, immobile, et une mélodie par-dessus. La différence ici, c'est que de temps en temps, la note grave change pour tranquillement se trouver à reconstituer la mélodie grégorienne d'origine, le cantus firmus.
Donc, on va avoir ces notes graves changeantes, chantées par une voix qui s'appelle le ténor, parce que c'est lui qui va tenir les valeurs longues. Et par-dessus ça, on a une autre voix qui, elle, fait des vocalises ou des mélismes. D'où cette idée de contrepoint mélismatique. Une voix fait les notes longues, le ténor, et l'autre voix fait des mélismes par-dessus. L'autre façon d'harmoniser un chant grégorien, c'est de lui juxtaposer une autre voix qui va généralement procéder par mouvement contraire. Donc, quand le cantus va descendre, le discantus va monter et l'inverse. Donc, les dissonances sont permises, mais vont aller se résoudre sur des consonances. On peut, par exemple, faire des sixtes de temps en temps, la sixte ré-si, qui irait normalement se résoudre sur l'octave do-do. Okay? Donc, dans le déchant ou discantus, on va avoir plus de rythme parce qu'on ne va pas étirer les notes du cantus firmus très longtemps. On chante le cantus à vitesse normale, mais avec cette voix harmonisée qui vient s'y juxtaposer. Évidemment, il va falloir changer la façon dont on interprète la musique parce que traditionnellement, le chant grégorien était chanté de façon souple et non mesurée. Or maintenant, si on veut être capable d'harmoniser ce chant-là, c'est important que les voix changent de note en même temps. Donc, il est plus possible de le faire de façon souple et non mesurée, ce qui implique un retour de la pulsation, un retour de la musique que l'on peut battre, que l'on peut mesurer avec des temps très précis. C'était quelque chose dont l'Église s'était toujours méfiée parce qu'elle associait la pulsation et le rythme à la musique profane et à la danse. Dans l'esprit des autorités ecclésiastiques médiévales, la musique rythmée était l'espèce de crin-crin des paysans pour accompagner la danse, et la musique religieuse devait être exempte de cette pulsation-là, de ce rythme-là, pour être ouverte, pour être planante, pour être une musique qui permette à l'âme de s'élever vers le ciel, etc. Donc, la polyphonie va nécessiter une synchronisation des voix, et cette synchronisation des voix nécessite ou implique une pulsation commune. Donc, une des conséquences du développement de la polyphonie, ça va être justement le retour de la pulsation dans la musique liturgique, le retour du rythme. Une autre conséquence, ça va être la réalisation de la nécessité de développer une notation plus précise. Parce que tant que tout le monde chante à l'unisson la même mélodie, puis que le rythme est à peu près flou, on peut la noter de façon très approximative. Mais quand on commence à écrire à 2 voix harmonisées et au XIIIe siècle à 3 voix harmonisées, il devient très important non pas simplement qu'on sache exactement quelle est la hauteur de la note, mais combien de temps elle doit durer. Donc la polyphonie va aussi amener ce développement d'une notation de plus en plus précise, de plus en plus détaillée, justement pour qu'on soit capable de synchroniser des événements musicaux différents. La première forme musicale polyphonique qui fait son apparition s'appelle l'organum. Vous en avez dans vos écoutes un exemple très intéressant qui s'appelle Benedicamus Domino. Pourquoi il est intéressant? Parce que dans cette pièce-là, on entend en alternance les 2 procédés que je décrivais tout à l'heure. Ça commence et ça finit en contrepoint mélismatique, par-dessus un ténor en valeur longue, et à peu près entre le milieu puis les 3/4 de la pièce, il va y avoir cette espèce d'épisode qui est en déchant. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus rythmé et on entend beaucoup plus clairement la correspondance des notes supérieures puis des notes du cantus firmus, puis les 2 se suivent de façon beaucoup plus synchronisée. Donc, Benedicamus Domino, organum à 2 voix. Et un organum, c'est ça, c'est une forme musicale dans laquelle on prend une mélodie préexistante grégorienne qui s'appelle un cantus firmus et on va rajouter une 2e voix par-dessus. À partir du 13e, on va vouloir faire des organums à 3 voix et on va se rendre compte que la synchronisation de ça est à peu près impossible. Et la mémorisation de ça est très complexe aussi. Donc on va commencer à rajouter des paroles partout. Plutôt que de chanter des longs mélismes très abstraits que tout le monde oublie ou qui sont très difficiles à reproduire précisément, on rajoute des paroles partout. Comme ça devient plus clair de se rappeler quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, quand est-ce que la note est courte, quand est-ce que la note est longue. Et quand on va rajouter des mots sur les organums, c'est là que va apparaître cette nouvelle forme qui s'appelle le motet.
Donc, organum, 2 voix au XIIe siècle, organum, 3 voix au XIIIe siècle, XIIIe siècle, apparition du motet, qui va encore être là au XIVe. Et au XIVe, on va vraiment s'amuser à complexifier les choses le plus possible, avec ce nouveau courant musical qui va s'appeler Ars Nova. Art nouveau, du nom d'un traité écrit par Philippe de Vitry vers 1320, dans lequel il va justement expliquer toutes ces nouvelles techniques de composition musicale. En gros, l'Ars Nova repose sur la recherche de la complexité. Complexité, entre autres, au niveau des rythmes. On va utiliser des notes très longues et d'autres extrêmement courtes. On va utiliser parfois des rythmes sur les temps, et parfois on va mettre des notes entre les temps, ce qu'on appelle des syncopes. Donc la musique de l'Ars Nova est parfois très syncopée. On va s'amuser par exemple à mettre une voix qui chante sur les temps et une autre qui chante entre les temps, ce qui donne une espèce d'effet d'écho ou de ping-pong très serré entre les deux. Les compositeurs de l'Ars Nova vont beaucoup s'amuser avec ces jeux rythmiques. Ils vont développer une technique qui s'appelle isorythmie, dans laquelle il y a un motif rythmique récurrent qui va structurer l'ensemble de l'œuvre, et donc le rythme devient ici le paramètre unificateur. Ils vont par ailleurs utiliser des dissonances qui sont très audacieuses pour l'époque. Ils vont créer un nouveau type de cadence qui s'appelle la cadence à double sensible, dans laquelle chacune des notes de la consonance parfaite va elle-même être précédée de sa sensible. Donc imaginez de bas en haut un accord qui fait Ré, Fa dièse, Si, et qui va aller se résoudre sur Do, Sol, Do. On a la basse Ré, Do qui descend, on a la voix du milieu où le Fa dièse vient se résoudre sur le Sol, et le soprano dans lequel le Si va monter sur le Do. Donc on résout sur une consonance parfaite d'octave et de quinte, Do, Sol, Do, ce que nos amis en heavy metal appellent un power chord, mais ce qui précède ça, c'est comme l'équivalent d'un accord de Si mineur au premier renversement, Ré, Fa dièse, Si. Et évidemment, si on est en Do, l'apparition subite du Fa dièse vient beaucoup déstabiliser les oreilles médiévales parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça. Les doubles sensibles impliquent nécessairement la création de multiples altérations accidentelles. Or, ces altérations accidentelles viennent déroger au principe fondamental de la polyphonie médiévale qui était essentiellement une polyphonie diatonique. D'où les reproches que Jean 22 va faire à cette Ars Nova. Dans votre cahier de notes, vous avez ces reproches, Jean 22 qui critique sévèrement l'Ars Nova, entre autres parce qu'il dit qu'il brouille les tons et les confonde. C'est cette avalanche d'altérations accidentelles qui vient justement brouiller la perception de la tonalité et semer chez certains auditeurs la plus grande confusion. Les mélodies sont compliquées, entre autres, d'une part à cause de la variété rythmique, mais aussi parce qu'on va privilégier souvent des mouvements mélodiques disjoints. Donc les mélodies sont compliquées, les harmonies sont compliquées parce qu'elles sont très dissonantes avec les doubles sensibles, les rythmes sont compliqués à cause des syncopes et des valeurs brèves. Donc l'Ars Nova, pour plusieurs auditeurs du XIVe siècle, était quelque chose de très cacophonique, de très dissonant. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, c'est peut-être le premier véritable débat entre les traditionalistes et les modernistes dans l'histoire de la musique. Philippe de Vitry était conscient du caractère très novateur de sa démarche et c'est pour ça qu'il a appelé son traité Ars Nova, art nouveau. Voici la nouvelle façon de concevoir la musique qui s'opposait non seulement au chant grégorien monodique, mais même à la pratique précédente de la polyphonie, qui était quand même plus sage. Donc on a cette première querelle entre les anciens et les modernes, et l'autre chose qui me fascine encore plus, c'est de remarquer qu'est-ce qui fait la modernité de l'Ars Nova. C'est essentiellement le chromatisme, c'est les valeurs rythmiques très rapides, c'est les dissonances, c'est les tensions, et c'est les mélodies disjointes. Et ce sont tous des éléments qu'on va retrouver dans la musique de Charlie Parker, puis de Bud Powell, puis de Dizzy Gillespie dans les années 1940-1950, quand on va voir apparaître le bebop, et ce bebop, on va le qualifier de jazz moderne. Vous voyez donc qu'entre 1320 et 1945-1950, on a au-dessus de 600 ans qui se déroulent, et au fond,
les critères du modernisme n'ont pas tellement changé. Les paramètres de la modernité demeurent essentiellement les mêmes. Si ça sonne conjoint, si c'est consonant, si c'est prévisible, si c'est agréable à l'oreille, c'est plus classique, c'est plus traditionnel, l'oreille l'accepte mieux. Si au contraire, c'est plus disjoint, c'est plus imprévisible, c'est plus dissonant, c'est plus syncopé, c'est plus rapide, l'oreille a de la misère à suivre ce qui se passe, ça semble moderne. Et on composait à la limite déjà de la musique moderne il y a 600 ans de ça. Et même 700 ans, parce que maintenant on est en 2020, donc on est à 700 ans de 1320, qui est à peu près la date de rédaction du traité de Philippe de Vitry. Donc il y a 700 ans, on faisait de la musique moderne. C'est la merveilleuse leçon que l'on peut tirer de ces expériences audacieuses de polyphonie hautement dissonante, qu'était l'Ars Nova du XIVe siècle. Comme c'est souvent le cas en histoire de l'art, après un mouvement un peu chaotique, un peu audacieux, un peu dissonant, un peu imprévisible, on va chercher à faire le ménage. On va essayer de remettre de l'ordre. On va essayer de faire quelque chose de plus, justement, de plus organisé, et que l'oreille accepte plus facilement, parce que plusieurs étaient conscients du caractère un peu problématique d'une musique liturgique qui soit aussi dissonante et aussi apparemment anarchique. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont prôner un retour au chant grégorien, un retour à la monodie. On verra à la Renaissance, en 1560, au Concile de Trente, des gens qui vont se demander sérieusement, est-ce qu'on ne devrait pas carrément abolir la polyphonie? Donc, il va y avoir un mouvement de plus en plus important qui va chercher à créer une polyphonie dans laquelle on puisse d'une part percevoir la logique de la musique, donc son organisation, donc sa structure, mais également qui soit d'une beauté harmonique, de sorte que la polyphonie elle-même va être perçue comme une valeur ajoutée à la musique, comme une façon de la rendre encore plus belle, encore plus expressive, encore plus riche. Et il y a quelque chose de très fort que la polyphonie peut proposer, c'est que la polyphonie, contrairement à la musique monodique, fonctionne sur cette dichotomie de dissonance et de consonance. Et donc, il y a moyen de créer des tensions très fortes et des résolutions. Ce qu'on ne peut pas faire en musique monodique ou jamais de façon aussi efficace. Et donc, ça va devenir un des outils expressifs les plus forts de la musique polyphonique, cette capacité à créer des tensions et à aller les résoudre. Et si on fait ça sur les bons mots dans le texte, ça vient rehausser la force expressive du texte de façon spectaculaire. Et c'est beaucoup ce qu'on va chercher à faire à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, de remettre la polyphonie au service du texte pour la rendre plus organisée, plus logique, plus prévisible, plus consonante et plus belle selon une conception plus apollinienne de la beauté. Donc, ça nous amène au fond à l'école franco-flamande, qui est le courant majeur qui va succéder à l'Ars Nova. On avait l'Ars Nova au 14e siècle. À partir du 15e, on va commencer à parler plus d'école franco-flamande. Il faut savoir qu'au 15e siècle, les choses vont pas tellement bien pour le roi de France. C'est la guerre de 100 ans, ça va mal. Paris va être occupé par les Anglais. Le nord de l'Europe, les Flandres, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre deviennent des nations de plus en plus puissantes. Et donc, la culture et la musique du nord de l'Europe vont prendre une importance de plus en plus grande. Avec le nombre de villes françaises occupées par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, il va y avoir énormément de musique et de culture en provenance des îles britanniques qui va être diffusée en France. Et la musique d'inspiration celtique, parce que la musique anglaise est beaucoup influencée par la musique celtique, et donc beaucoup de Français vont tomber sous le charme de ces mélodies-là qui sont construites d'une façon nouvelle et d'une façon différente. Un peu à la blague, je dis que c'est comme l'invasion britannique du 15e siècle, donc bien avant les Beatles puis les Rolling Stones, il y avait déjà eu une invasion britannique en termes de musique, et c'est dans la première moitié du 15e siècle. Il va y avoir un compositeur britannique, anglais, parce qu'on n'utilisait pas le mot britannique, un compositeur anglais, qui s'appelait John Dunstable,
et dont les pièces sont conçues de façon très différente de celles de l'Ars Nova, et qui va charmer les oreilles de ses contemporains, autant anglais que français, avec ses nouvelles conceptions musicales. Dunstable est le pionnier et l'espèce d'inspiration. Il est le précurseur de l'école franco-flamande. Et donc, comme dans plusieurs types de musique celte, il valorise beaucoup les tierces et les sixtes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'important parce que un jour, on va voir apparaître le système tonal et pour que le système tonal puisse apparaître, on doit avoir passé le stade où on considère la tierce comme une consonance. Dans un accord de Do majeur, il y a un Do, il y a un Mi, il y a un Sol. Cet accord-là ne pouvait pas être considéré comme consonant au Moyen Âge, parce qu'il y a une tierce dedans. En fait, il y a deux tierces, une de Do à Mi, puis une de Mi à Sol. Et donc, au Moyen Âge, la tierce devait aller se résoudre, ou bien sur une quarte, ou bien sur une quinte, ou bien par mouvement contraire sur un unisson, mais la tierce était dissonante. Et donc, à partir du 15e siècle, sous l'influence de John Dunstable, sous l'influence des musiciens anglais, eux-mêmes beaucoup influencés par la musique celte, les tierces et les sixtes vont prendre une importance nouvelle. On va également faire le ménage dans la pratique de l'Ars Nova. On va mieux préparer les dissonances. On va s'occuper davantage de la conduite des voix. On va moins attaquer les dissonances par mouvement disjoint, ce qui est toujours difficile à accepter pour l'oreille. Donc, on va privilégier le mouvement conjoint entre les voix. On va faire une musique qui est plus harmonieuse, qui est plus consonante. Contrairement à ce qu'on faisait dans le motet depuis le 13e siècle, on va donner le même texte à toutes les voix. Parce que souvent, dans la polyphonie médiévale, chaque voix chante un texte différent, ce qui amplifie d'autant plus le caractère cacophonique de la chose. Mais donc, à partir du 15e, on va privilégier un texte unique, et même de temps en temps un peu d'homorythmie. Tout le monde va chanter les syllabes en même temps, ce qui permet de comprendre les paroles beaucoup plus facilement. Parce que ça, c'était l'autre problème de la musique polyphonique. Un très grand reproche qu'on adressait à la polyphonie, c'était « oui, mais on ne comprend plus les paroles ». Et ça va toujours rester un problème, mais on va développer de plus en plus de façons d'essayer de contourner ce problème-là. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais donc, pour revenir à Dunstable, il meurt en 1453, ce qui est à la fois la date de la chute de Constantinople et aussi la date de la fin de la guerre de 100 ans. Donc on peut vraiment garder cette date de 1453 comme celle de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance et mise en place d'une certaine forme d'esthétique franco-flamande. Deux choses à associer à l'école franco-flamande. Un, tierce et sixte. Deux, contrepoint imitatif. Donc, tierces et sixtes, j'en ai déjà parlé. À force d'utiliser les tierces, on finit par s'habituer à la sonorité et on va de plus en plus les considérer comme consonantes. Pourquoi les sixtes? Parce que c'est le renversement de la tierce. Au fond, c'est le même intervalle. Si j'ai une voix qui chante Do, puis l'autre qui chante Mi, c'est une tierce. Mais si ma voix initiale monte à l'octave, ben là, je suis rendu avec la sixte Mi-Do. Mais c'est les deux mêmes notes, c'est le Do puis le Mi. Donc, tierce et sixte vont ensemble dans la polyphonie. Et à mesure que la tierce devient plus consonante, la sixte aussi. L'autre chose, c'est le contrepoint imitatif. Ça, c'est une des plus grandes inventions dans l'histoire de la musique. C'est au fond l'écriture en canon. C'est le fait qu'au lieu d'avoir différentes voix qui jouent ou chantent différentes mélodies, tout le monde va chanter la même mélodie, mais à tour de rôle, en superposant une même mélodie à elle-même. Pensez à ce qui se passe si on chante Frère Jacques en canon. Il y a une voix qui commence seule. Frère Jacques, Frère Jacques. Dès qu'elle arrive à Dormez-vous, il y a une deuxième voix qui entre en dessous avec Frère Jacques, Frère Jacques. Quand la première voix est rendue à Sonnez les matines, la deuxième voix est rendue à Dormez-vous. Une troisième voix fait son entrée avec Frère Jacques, Frère Jacques. Et ainsi de suite. On va avoir 4 voix dans un canon de Frère Jacques. Pendant que la première voix chante Ding Ding Dong, la deuxième chante Sonnez les matines, la troisième voix chante Dormez-vous, la quatrième voix fait son entrée avec Frère Jacques, et ainsi de suite. Ça, c'est le contrepoint imitatif, dans lequel chaque nouvelle voix imite ce que la précédente vient de faire. Pourquoi c'est si génial? Un, parce que c'est très simple, et deux, parce que c'est vraiment compliqué. Ça sonne simple, c'est très évident. Tout le monde comprend bien que tout le monde chante le même thème. Mais composer un thème
qui puisse se superposer à lui-même avec ce décalage constant. Donc une mélodie qui est toujours rendue à 3 ou 4 moments différents de son déroulement et dont toutes les superpositions vont être harmoniquement satisfaisantes, c'est diaboliquement compliqué. Je vous invite tous, musiciennes et musiciens, à essayer de composer une fugue ou un canon une fois dans votre vie et vous écouterez plus jamais du Bach de la même façon après. Ça a l'air niaiseux, mais maudit que c'est dur. Voilà. Donc, deux grandes inventions géniales incontournables de l'école franco-flamande, tierce et sixte et contrepoint imitatif. Le contrepoint imitatif vient mettre de la logique dans la polyphonie. Il vient mettre de l'ordre. Il vient mettre un grand générateur de cohérence. Et c'est de ça que l'art a besoin pour être clair, pour être lisible. Pour qu'on ait des chefs-d'œuvre, on a besoin de règles, on a besoin de structure, on a besoin de forme pour créer cette organisation des idées. Et apparemment, l'Ars Nova n'était pas assez basé sur des formes perceptibles par l'auditeur pour être capable justement de déclencher son enthousiasme et sa participation active. Mais donc, le contrepoint imitatif ou écriture en canon permet une unification très grande de la polyphonie, parce que chaque voix joue au fond la même mélodie que les autres, mais pas au même moment dans son déroulement. Donc il y a une unité très très forte qui se développe de ça, mais le problème, c'est que pendant qu'une voix chante Frère Jacques, l'autre chante Dormez-vous, l'autre chante Sonnez les matines, donc au niveau de la compréhension des paroles, le contrepoint imitatif, c'est vraiment pas très bon. Les compositeurs en sont conscients et ils se disent qu'il faudrait trouver une façon de remédier à ce problème. Alors ils y réfléchissent, ils prennent une tasse de café, et là ils se disent, au fond ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une alternance dans la musique entre certains moments où on peut développer musicalement avec le contrepoint imitatif et d'autres moments où on met davantage l'emphase sur la compréhension du texte, notamment en faisant en sorte que toutes les voix vont chanter la nouvelle syllabe du texte en même temps. Pas sur la même note, ils vont toutes chanter des notes différentes, mais ils vont chanter la nouvelle syllabe au même moment. Un procédé qu'on appelle homorythmie, même rythme. Toutes les voix ont le même rythme. Si la voix du haut a croche pointée double, 2 croches blanches, ben, les autres voix vont avoir exactement le même rythme en dessous, ce qui fait que toutes les syllabes sont articulées en même temps. Dans notre belle terminologie moderne, ça donne des accords. Okay? Et c'est de là que va venir une perception de plus en plus verticale, de plus en plus harmonique de la musique. Mais ce n'était pas le but. Le but, ce n'était pas d'inventer les accords. Le but, c'était qu'on comprenne les paroles. La conséquence de ça, ça va être une nouvelle perception de la musique. Donc tout ça arrive pendant la deuxième moitié du 15e, mais surtout le 16e siècle, la Renaissance. Quelques mots sur la Renaissance. L'humanisme est un phénomène inévitable quand on étudie les arts occidentaux de la Renaissance. Prenez le temps d'aller fouiller un peu, lisez, je sais pas, l'article de Wikipédia sur l'humanisme, sur la Renaissance, allez voir un peu ce qui s'est passé pour comprendre justement, entre autres, qu'au 16e siècle, on va avoir une immense admiration pour les œuvres de l'Antiquité. Si vous regardez les œuvres de jeunesse de Michel-Ange, si vous regardez les sculptures de la Renaissance, il y a un lien très très fort et très direct avec l'art classique romain et grec. De même, l'architecture et même en littérature, si vous comparez les tragédies de Shakespeare aux tragédies grecques, il y a beaucoup de points communs au niveau de l'organisation, au niveau de la conception de l'architecture du drame, la conception en acte, en scène et ainsi de suite. Donc, on avait cette immense adulation de l'art antique pendant le 16e siècle, sauf en musique, parce qu'en musique, on ne savait pas comment sonnait la musique de l'Antiquité. Donc, la musique a été, selon une expression que j'aime bien, condamnée à l'originalité.